Bonjour à tous, je suis Albin et voici Nathan. Bonjour. Donc on va vous présenter notre podcast pour la participation sur le thème d'une bouteille à la mer. Voilà. Donc voilà, tu peux présenter le podcast rapidement. Donc notre podcast va parler du rouleau de cire. Notre podcast s'appelle Du rouleau de cire à la dématérialisation, une Histoire de la musique. Donc ça va parler justement de l'évolution des supports musicaux sur l'écoute et tout ça. Donc, Et des moyens de diffusion exactement. sur le temps, etc. Voilà, sur toute la durée que l'on connaît aujourd'hui. Donc, en 1877, un inventeur pas très connu du grand public, Thomas Edison, lance une bouteille à la mer en inventant le phonographe. Donc c'est un support d'écoute en fait qui avec une tête de lecture en fait comme un vinyle vient mettre sa tête de lecture justement dans des lignes pour permettre d'écouter du son préenregistré en fait sur un rouleau de cire recouvert d'une fine feuille d'étain en fait, et donc il permet d'écouter des enregistrements audio. Et d'ailleurs, en parlant d'enregistrement audio, le tout premier enregistrement audio date de 17 ans auparavant, donc en 1857, et il a été fait par un Français, Édouard Léon Scott de Martinville. Et en fait, il est resté dans l'ombre de Thomas Edison, car il a inventé l'enregistreur. L'enregistreur qui permet d'enregistrer sa voix, justement. Et donc on reprend. Donc Édouard Léon Scott de Martinville, un Français, il est resté dans l'ombre de Edison, car il a inventé l'enregistreur qui permet d'enregistrer sa voix. D'ailleurs, on peut mettre l'enregistrement parce on va s'écouter ça. On peut le mettre. Donc voilà, petit extrait. Et pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était Au clair de la lune. Donc voilà, cette petite voix fébrile de la voix d'Édouard Léon Scott de Martinville, justement, chantée Au clair de la lune. Très peu reconnaissable, mais en même temps, en 1857... Oui, le son était pas... Ouais. Il n'y avait pas de micro, donc voilà. Et en fait, il est resté dans l'ombre de Thomas Edison, car il n'avait pas inventé justement la machine qui permet d'écouter son enregistrement, le phonographe, qui a été inventé 17 ans plus tard par Edison. Donc voilà, Edison a un peu eu toute la gloire, mais il faut mais il n'est pas tout seul, c'est souvent comme ça, surtout en soi. Voilà, il n'est pas tout seul, et il faut reconnaître que c'est un petit Français qui a fait le tout premier enregistrement audio connu à ce jour. Voilà. Ok, très bien. Moi, je vais vous parler maintenant du disque. Donc, le disque, c'est l'ancêtre du vinyle. Ouais. Ce qui fait leur différence, c'est juste la matière. Le disque, lui, il est en cire. Et donc, fin 19e, les limites du support cylindrique, ça pousse les inventeurs à développer des nouveaux supports. Parce que, le cylindre, il y a des limites, même sonores, pratiques, etc. Et c'est en 1887 que Emil Berliner, donc un Allemand, il invente le disque. Donc le disque, il est plat, ce qui donne une reproduction beaucoup plus fidèle de l'enregistrement sonore par rapport à ses prédécesseurs. Ouais. Au départ, les premiers disques, ils sont monophases, donc c'est-à-dire qu'ils sont gravés sur une seule face. Et c'est des 70 tours par minute. Une dizaine d'années plus tard, les disques, ils sont désormais en shellac. Donc c'est une espèce de poudre, une gomme laquée. Donc c'est un mélange de poudre d'ardoise, de cire, de coton et d'un insecte. Plein de trucs en fait. Oui, c'est ça. Ouais, un insecte asiatique. J'ai plus le nom, mais ouais. Ok. Et les disques, ils sont désormais en 78 tours par minute et le son est meilleur avec cette matière. Okay. Et c'est qu'en 1904 que le double face il est commercialisé. Donc ça a pris un peu de temps et ils sont désormais en format 25 et 30 cm. Ok. Donc le disque c'est une chose, mais pour pouvoir l'écouter, il faut bien sûr un moyen de diffusion. Ouais, parce que le phonographe marche plus justement, le phonographe est has-been. Et ce moyen de diffusion, c'est le gramophone. Il a été breveté en 1887 par le père du disque, comme j'en ai parlé juste avant, Emil Berliner. Ce gramophone, c'est une évolution technologique du phonographe, comme on a parlé juste avant, 10 ans plus tôt, créé par Thomas Edison, enfin, en partie, quoi. Et les deux appareils, ils distinguent grâce à deux innovations majeures. Donc le disque, il remplace le cylindre. Et le procédé de gravure, il est désormais latéral et non en profondeur. Comme sur le phonographe. C'est ça. Et le gramophone, il connaît un succès immédiat. Ok. Et en fait, à ce même moment, le grand public, il découvre à peine le phonographe d'Edison.
alors que ça fait 10 ans qu'il est là. Ah oui, ouais. Et parce qu'ils ont pas pris l'habitude Ouais, de c'était pas développé du comme matériel ça, d'écoute, ouais. et la façon d'écouter de la musique, et je pense aussi même c'était peut-être à une certaine classe sociale aussi, je pense. Carrément. Et les deux appareils, surtout les compagnies, les représentants, ils se livrent à une bataille intense pour devenir la référence et imposer leurs produits dans l'esprit des consommateurs. Et bien que le phonographe à cylindre il connaît un succès honorable lors de ses premières années, le gramophone il remporte la bataille des supports très rapidement pour avoir la victoire totale. Voilà. Okay. Donc il prend le dessus par rapport au phonographe. C'est ça. Et après il y a un autre disque par contre qui prend le dessus, son cousin germain, le disque vinyle, voilà, qui en fait c'est encore une fois juste un changement de matériau mais qui est resté plus longtemps dans le temps en fait. Ok. Donc le disque vinyle, comme son nom l'indique, il est fait en polychlorure de vinyle, donc en PVC, comme certains tuyaux ou d'autres choses. Donc voilà, il est fait en PVC. Et avant 1950, donc comme tu l'as dit, les disques étaient en 78 tours par minute. Et à partir de 1951, donc ils ont été inventés en 1950, mais c'est que un an plus tard qu'ils ont été commercialisés dans les formats qu'on connaît maintenant, les 33 et les 45 tours. Et la différence notable entre les 33 et les 45 tours, c'est que les 33 sont plus gros et les 45 tours sont plus petits. Et ils sont plus gros car... les 33 sont plus gros car ce sont appelés des long play, des LP, des disques LP. Et donc des albums, en soi des grands albums avec 10, 14, 20 titres parfois, qui durent longtemps, parfois 1 heure ou... Bref. Et les EP, Extended Play, qui sont les versions entre guillemets miniatures des long play en fait. Donc maintenant c'est surtout des singles qui sont sortis comme ça. Et mais il y a beaucoup de petits albums, donc le terme EP qui est utilisé aujourd'hui tel qu'on connaît vient de là en fait. Ok. Donc c'est un mini album en fait. Voilà. Moi j'avais une question. Ouais. C'est pourquoi le vinyle, enfin on peut le voir aujourd'hui, pourquoi le vinyle il redevient à la mode? Il redevient à la mode déjà parce que c'est un objet vintage. Et le vintage redevient à la mode, intrinsèquement il redevient à la mode. Et il redevient à la mode aussi parce que c'est un objet de collection. Et c'est un bel objet d'avoir un vinyle, par exemple un vinyle de Pink Floyd ou de vos artistes préférés. Ça peut faire de déco, ça peut faire office de déco, ou même si vous l'écoutez, ou pour les audiophiles d'ailleurs, le son par rapport à certaines plateformes de streaming où le son est compressé, le son est beaucoup mieux sur des vinyles. Mais bon, ça c'est seulement pour les audiophiles très fins et très méticuleux, mais en tout cas il redevient à la mode parce que c'est un objet vintage et le vintage redevient à la mode et parce que ça fait la collection en fait. Il y a beaucoup sont des collectionneurs de vinyle et c'est un bel objet, donc voilà pourquoi il redevient à la mode. Ok, merci beaucoup. Moi je vais enchaîner sur les cassettes. C'est le successeur donc du disque vinyle, le héros des années 60 jusqu'à la fin des années 90. C'est la cassette audio. Ça a été créé par la marque qu'on connaît tous, une marque hollandaise spécialisée dans l'électronique, Philips. Donc ça a commencé à être inventé en 1961 et ça sort en 1963 pour le grand public. Donc physiquement la cassette c'est une boîte rectangle en plastique qui contient 2 bobines où sont enroulées une bande magnétique qui permet d'enregistrer et d'écouter de la musique ou tout type de son globalement. Donc ça offre pas une restitution parfaite du son, notamment en raison de la vitesse du défilement de la bande magnétique. Mais malgré ça, c'est à l'époque un buzz fou, ça se vend énormément. Voilà. Et ce qui contribue aussi à son succès, c'est que donc son inventeur, enfin Philips, énormément d'entreprises veulent sortir une cassette, mais eux ont le brevet. Ouais, énormément de maisons de disques veulent de sortir. Voilà, de marques, énormément de marques dans le monde entier. Et Philips, du coup, il leur autorise, il leur donne le brevet quoi, pour pouvoir faire ça. Et donc, ça permet qu'ils soient beaucoup plus vendus, avec beaucoup plus de visibilité mondialement parlant. À l'époque, c'était sur 2 parties.
Donc les utilisateurs, ils prenaient la cassette, ils la sortaient, ils la retournaient. Ouais. Donc des années plus tard, il y a des magnétophones, enfin des lecteurs cassettes plutôt, oui, qui les retournaient automatiquement. Ok. Mais au début, voilà, c'était c'était manuel. Comme on retourne un vinyle. C'est ça. Ok. Et voilà. Pour l'écouter. Pour l'écouter, pardon, oui, ouais. il faut un magnétophone, donc un lecteur cassette. Ouais. Donc c'est assez gros au début, mais ça marche très bien. Il y en a même dans les voitures qui sont construites. Tout le monde en a un peu chez soi. Et en 79, le fameux Walkman, donc c'est un lecteur qui permet d'écouter ses cassettes partout. C'est révolutionnaire. Ouais, bah oui, c'est révolutionnaire. À l'époque, on pouvait moins se promener comme ça, voilà, même presque pas du tout globalement. Ouais, pas du tout, parce qu'à l'époque c'était beaucoup le vinyle qui était comme on disait avant la cassette. Et emporter un vinyle et surtout un gramophone ou un lecteur vinyle, oui, c'est sûr que c'est pas pratique. C'est très compliqué et on peut pas le prendre de notre poche avec nous pour écouter de la musique tout le temps. Donc c'était très compliqué de se balader avec, et là avec l'arrivée du Walkman, en fait c'est un raz-de-marée commercial. Exactement, tout le monde se déplace avec. Ça a participé d'ailleurs au raz-de-marée commercial aussi de la cassette. Ouais. Ouais, ça a grandement participé. Bah oui, parce que c'était révolutionnaire à l'époque. C'est ça. Et le prototype de cet appareil, en fait, il a été imaginé dans les années 70 par un inventeur germano-brésilien qui s'appelle Andreas Pavel. Mais en fait, il dépose différents brevets et il contacte différentes entreprises comme Philips, Yamaha. Et en fait, ils sont même pas convaincus par le projet. Ils n'avaient pas le flair, en fait. Ouais. Et Sony, eux, ils ont senti le bon filon, quoi. Ouais. Et ils ont racheté les droits et ils ont commercialisé le premier Walkman le 1er juillet 1979. Ok. Et le succès au rendez-vous, il s'en vend à 1,5 million d'exemplaires en 2 ans, c'est monstrueux. Ok. Donc voilà. D'accord, et ensuite, après ça, il y a eu le CD. CD qui veut dire compact disque, en fait. Donc c'est un peu c'est un disque, mais c'est une version évoluée de la cassette, car c'est un objet plus petit que le disque vinyle, de carré limite. Bon, le disque est aussi carré, mais il prend beaucoup plus de place. D'où son nom compact disc d'ailleurs. Mais oui, il prend beaucoup moins de place. Le disque est rond. Oui, le disque est rond, mais la boîte d'accord. Et tout ça. Bien sûr, oui. Donc il prend beaucoup moins de place qu'un vinyle, et aussi il y a les Walkman, les Discman pardon, qui sont inventés. Qui sont inspirés du Walkman du coup. Qui sont inspirés du Walkman justement parce qu'on peut se déplacer avec. En fait, c'est un lecteur de disques portable qui a été inventé un peu comme l'était le Walkman. Donc il a été inventé en décembre 1982 et il est arrivé en mars 83 en France parce que les États-Unis font tout avant nous, c'est bien connu. Et au début des années 1990, il se démocratise et petit à petit pour remplacer les supports analogiques tels qu'on connaît, c'est-à-dire le vinyle, les cassettes qu'on a parlé avant justement. Et il est développé par Sony et Philips. Ceux qui ne voulaient pas du Walkman, justement, ils sont arrivés avec une nouvelle invention. Et ensuite, l'arrivée du Discman pour concurrencer le Walkman. Et je crois que le Discman a pris le dessus, si je me trompe pas. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais... Je sais pas du tout. Ok. Au moins, c'est clair. Donc, c'est un disque fait par laser. Et il a un très très gros avantage notable par rapport à la cassette qui s'usait facilement. Et c'est que là, ça dure plus longtemps en fait, le disque dure plus longtemps et on peut le réécouter plusieurs fois sans qu'il y ait de hic ou quoi. Oui, bien sûr, vu que c'est imprimé numériquement par un laser directement sur le disque. Parce qu'à l'époque, les bandes magnétiques sur les cassettes, elles se cassaient. Exactement. Du coup, on pouvait les recoller avec du scotch, il y avait des petites techniques, etc. Voilà, mais ça tenait moins dans le temps. C'est ça. Donc, il est plus durable dans le temps et il a très grandement concurrencé la cassette, voire pris le dessus à une certaine époque, dans les années début 2000, etc. Voilà. Donc là, on peut voir que la bouteille a fait un bon bout de chemin. On part du rouleau de cire à... Et là, on va arriver... Ça commence à se diriger vers le numérique déjà, parce que le laserdisc est imprimé numériquement, donc ça commence à arriver doucement vers le numérique. Et je trouve que c'est arrivé très vite en fait. Enfin, le changement, il était super rapide, les inventions. Rendons à César ce qui est à César, hein, c'est pour ça qu'on les a cités. Mais ça part d'un cerveau, incroyablement développé et très intelligent à la base, donc ouais, c'est... Et on arrive
à la fin du chemin pour le moment de la bouteille. Exactement. Même si je pense que ça va jamais réellement se finir. Non. C'est le streaming. Ouais, l'ère du streaming. Donc ça va être la dernière étape de notre podcast. C'est ça. Juste avant ça, il faut faire une petite aparté sur le MP3 parce que sans le MP3, il n'y aurait pas de streaming. Ouais. Donc le MP3, ça arrive dans les années 80, enfin 1987 plus précisément. Avec l'apparition des premiers ordinateurs, etc. C'est ça. Des premiers micros, on pouvait s'enregistrer justement, donner un fichier audio numérique qui était en WAV peut-être format. Je pense que c'était ça déjà. Ça devait être en WAV et ensuite le MP3 est arrivé pour compresser justement et donner un fichier plus petit. Avec un peu de perte audio mais pas tant que ça, c'est ça qui a... Voilà. 10 ans plus tard, donc il y a le baladeur MP3 qui sort, donc il y a aussi Apple qui sort son... Je crois que c'est le premier. C'est possible, oui. Ça, avec l'iPod. Ouais. Donc ça c'était révolutionnaire encore plus parce que là, comparé au CD et à la cassette, le CD était durable, mais il s'usait aussi, moins que la cassette. Et là, ça ne s'use plus du tout, parce que c'est totalement numérique. Et à part si on perd nos données et nos albums téléchargés et tout ça, on peut l'écouter à l'infini. On peut, en un clic, on déverrouille l'iPod et puis c'est parti pour des heures et des heures d'écoute, quoi. Et à la fin des années 90, avec la popularisation d'Internet, et le partage de fichiers MP3 il devient beaucoup plus populaire. Notamment avec Napster, justement. Voilà, Napster qui n'est pas qui a contribué, il est pas exactement ce qu'il était à l'époque, parce qu'à l'époque ça permettait aux utilisateurs d'échanger des fichiers musicaux, et ça devient rapidement le symbole du partage de fichiers, mais cependant quelques années après il y a eu en raison il me semble de problèmes de droits d'auteur, Napster il ferme en 2000-2001. Il va rouvrir plus tard, hein. Aujourd'hui il y a encore des utilisateurs etc, mais voilà, il a fermé. Et il y a des services tels que Rhapsody ou même iTunes qui commencent à offrir des abonnements mensuels, et on peut donc accéder à une bibliothèque avec des bibliothèques musicales qui sont de plus en plus conséquentes. Ouais, parce que je reviens sur Napster, hein, désolé, mais pas de souci. En 1999, en fait, Napster c'était une plateforme de partage gratuite, justement. Chacun mettait n'importe quel fichier gratuitement en accès libre, en fait, pour les autres utilisateurs. Donc niveau droits musicaux et rémunération des artistes aussi, ça a posé problème. Donc c'est pour ça, je pense que Napster a dû fermer en 2000-2001, comme tu l'as dit, et réouvert plus tard pour proposer un accès au streaming comme le fait maintenant Deezer ou Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, quoi. Voilà, donc le streaming, il arrive dans les années 2000, par exemple Deezer 2007, Spotify 2008, etc. Et eux, ils arrivent avec la possibilité d'écouter gratuitement, entre guillemets, de la musique, dans le sens où donc t'avais ta musique gratuitement, tu ne payais pas, mais tu avais donc des pubs, t'as moins de liberté, tu peux passer moins de sons, etc. Mais voilà, si ça a participé aussi à la grandeur des plateformes, c'est qu'il y avait des gens qui ne payaient pas, qui pouvaient écouter quand même leur musique. Tu pouvais pas écouter ton artiste préféré, que certains albums le soir même, mais tu pouvais l'écouter un peu après, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis bon, t'avais des pubs, mais les gens faisaient avec. Et puis excusez-moi, s'ils ne voulaient pas faire avec, ils payaient un abonnement, par exemple. Et c'est encore le cas d'ailleurs. Oui, c'est toujours le cas maintenant, mais il y a plusieurs abonnements différents, l'abonnement famille, étudiant, etc. Mais je crois que les prix vont... Généralement, c'est soit 9 €, soit 10 € par mois, un truc comme ça. Donc, pour la bibliothèque musicale que vous avez, c'est-à-dire quasiment tous les artistes du monde sur Deezer ou Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, pour la bibliothèque musicale que vous avez, je trouve ça pas forcément très conséquent en termes de prix d'abonnement et tout ça. 10 € par mois, franchement, ça oui, bien sûr. Mais ouais, du coup les gens payent encore actuellement pour écouter leur musique gratuitement en un seul clic avec leur téléphone et partout, et aussi le temps qu'ils veulent. C'est ça. Et il y a pas d'usure, c'est-à-dire que là il y a c'est impossible, comme le MP3, finalement c'est impossible, on peut l'écouter à l'infini, c'est-à-dire si vous gardez votre compte Spotify ou Deezer pendant 10 ans, vous pouvez réécouter les titres que vous écoutez il y a 10 ans, maintenant en fait. Et donc la popularité du streaming musical, où il y a vraiment un gros buzz, c'est dans les années 2010. Ouais, 2015 par là. Et
ça a même dépassé en fait les ventes Les ventes physiques. et téléchargements, et ça montre à quel point ça a eu un buzz énorme. Ah bah là c'est même plus un buzz, Et- un raz-de-marée là c'est Et c'est surtout qu'aussi les gens, enfin, t'achetais un disque, je sais pas, peut-être moins de 10 euros, enfin dans les 10 euros. Ouais, ouais. Là maintenant, 10 euros, t'as tous les albums en fait. Voilà, c'est ça, t'as tous les albums des années 80, du Bach, du Mozart, du C'est tout ce ça. que tu veux, c'est franchement bon, c'est 10 euros par mois. Mais Voilà, tu peux écouter Voilà, 100 albums si t'as envie. voilà, c'est ça, dans le temps, les gens payaient un album par mois avec 10 euros par mois, tu vois. C'est ça. Alors que là, il y en a des milliers et des milliers et on peut écouter jusqu'à l'infini, quoi. Et aujourd'hui, il y a même des marques qui ont vu à quel point le streaming marchait bien, comme par exemple Amazon qui a sorti Amazon Ouais, Music. ouais, Donc voilà, maintenant c'est comme Deezer et Spotify, c'est pareil, t'as de la musique illimitée. c'est ça. Et alors que ça n'a aucun rapport en fait de base. Ouais, bah oui, Amazon et YouTube aussi. YouTube c'est Music, pas- voilà. Bah, YouTube beaucoup- un peu plus. Beaucoup de gens écoutaient de la musique sur YouTube, mais le principal problème qu'on avait avec ça, c'était que quand on éteignait, il fallait toujours rester sur la page YouTube Ouais, c'est pour ça. regarder la vidéo, en fait. On peut pas éteindre son téléphone et faire autre chose à côté, ou éteindre son PC et faire autre chose à côté. Il fallait toujours garder son téléphone allumé pour avoir le son qui arrive dans nos oreilles, quoi. Et maintenant, à ces époques-là, ça venait de beaucoup plus sérieux. Donc les services de streaming, ils devaient négocier avec des licences, avec les maisons de disques, les artistes pour diffuser leur musique. Ouais, ouais. Et la question de la rémunération aujourd'hui, c'est pris beaucoup plus au sérieux. Bah en fait. ouais, carrément, parce que je crois que 1000 streams sur une plateforme de streaming, ça équivaut à une vente physique ou quelque Ok. chose comme ça doit être par là. Mais j'ai pas les chiffres exacts et j'en suis désolé, mais ça doit être dans ces environs-là. Et puis, heureusement que c'est comme ça, parce que sinon, Oui, ça n'a artistes- plus aucun intérêt. Voilà, les récompenses d'artistes, par exemple les disques d'or, disques de diamant, disques de platine et tout ça, n'auraient plus aucune valeur, où il aurait fallu les redéfinir. Et c'est ce qu'ils ont fait justement pour avoir un meilleur calcul et une vraie, Oui, vraie oui, récompense parce qu'à l'époque, à la finalité, quoi. j'ai pas les chiffres exacts, mais à l'époque, il fallait faire tant de ventes de disques pour avoir un disque d'or, par exemple. Je crois et- que c'est C'est pas dans 10 les... 000 ventes. Et je crois disque de platine, c'était sur 50 000 ou quelque chose Ouais, comme ouais, ça. En tout cas, c'est des très gros chiffres, compliqués à atteindre, en tout cas sur une Sur du semaine. physique. Voilà, c'est ça, sur du physique, en tout cas, c'est très compliqué à atteindre. Bon, dans le temps, c'est plus simple, mais Oui. en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué à atteindre. Maintenant, les artistes les atteignent beaucoup plus rapidement. Bah oui, avec le streaming, des écoutes C'est ça. d'albums, etc., les 50 000 streams, les 50 000 écoutes d'albums, en fait, Ouais. ils arrivent très très vite. Donc, C'est ça. pour avoir un disque d'or, c'est beaucoup plus que pour avoir un disque d'or en CD. C'est ça, exactement. Donc voilà. On arrive sur la fin du podcast. Exactement, ouais. C'est la bouteille continue son chemin, je pense. Bah oui, elle va jamais s'arrêter. Bien que je ne vois pas comment le streaming pourrait être détrôné. Ouais, c'est vrai, oui. C'est une question qu'on pourrait Une parler. amélioration, je mais pense, du streaming, Une peut-être. amélioration avec du physique. On n'en sait rien, on n'a pas les idées pour le savoir, et puis le futur, on ne le connaît pas, donc voilà, la bouteille continue son chemin, mais nous nous arrêtons là, fin de ce podcast. Et j'espère que ça vous a plu de nous écouter ou de nous voir. Et Et merci à une prochaine. beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, et à une prochaine.